Il vous reste un mois au mieux. Un mois pour faire quoi, me direz-vous? Non pas pour les élections présidentielles françaises, détail dans la grande histoire, mais pour vous préparer. Et se préparer à quoi? Eh bien à vivre dans un nouveau monde, un nouveau paradigme, mais en premier lieu à vous préparer aux pénuries tout simplement. Et dans un mois, on devrait savoir si le rebond des indices boursiers, notamment celui du SP500 et des cryptos, est solide ou juste une euphorie qu'on appelle un dead can dance, un chat mort qui rebondit. Je ne parle pas de survivalisme, quoique tout ce que vous aurez mis en place pour tendre vers l'autonomie sera bienvenu, mais de vous défragiliser face à l'évidence qui arrive. Je ne suis pas un pessimiste ni un catastrophiste, mais un analyste qui publiait il y a 10 ans ce que nous commençons à vivre, tout simplement parce que c'était écrit. Je ne reviendrai pas sur les causes historiques de la cause, de ce qui était pour certains inimaginable de revivre en 2022, ni sur la situation géopolitique pourtant écrite depuis 2014, voire 1991. D'autres plus compétents que moi vous l'expliquent parfaitement, comme Pierre Conesa, historien et ex-haut fonctionnaire des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, sur la chaîne alternative Thinkerview. Oui, je sais, c'est long, mais l'information de qualité demande un minimum d'effort, sinon vous devez vous contenter de la bouillie des médias mainstream. C'est le contexte géopolitique qui explique la situation et ce qui suit. Je reviendrai néanmoins sur ce point à la fin de cette vidéo pour ne pas trop digresser, car il ne s'agit pas d'une guerre territoriale entre la Russie et l'Ukraine, mais ni plus ni moins que d'un nouveau Yalta, un nouvel ordre mondial. En attendant, comme sur cette diapo de 2011, que ceux qui me suivent connaissent, il s'agit d'une crise systémique car tout est interconnecté dans ce monde. Vous avez dû vous en rendre compte pour les masques, le prix à la pompe, les difficultés de certains à remplir le chariot, les mouvements de grogne et de soutien. Donc les causes géopolitiques vont générer des conséquences sociétales allant bien au-delà du prix du pétrole ou du gaz. Cette crise géopolitique a bien évidemment commencé à déclencher une crise économique qui deviendra financière et sociétale. Chaque crise alimentaire a déclenché des révoltes comme les printemps arabes. Les pays du Maghreb manquent déjà de blé tendre et de semoule de couscous à l'approche du ramadan. Cela a été modélisé sous la forme de relations mathématiques basées sur les lois du chaos entre les prix des matières premières et leurs conséquences sociales. Un indice dit de Gini avait prédit avec assez de précision les révoltes arabes, en tout cas plus de précision que les services de renseignement. De même, Joseph Stiglitz, prix Nobel, a également mis en avant les conséquences de la finalisation des matières premières sur les guerres et les changements climatiques. 2 mois environ, donc avant la guerre d'Ukraine, je discutais avec un voisin agriculteur qui s'émerveillait des prix auxquels il signait ses contrats futurs concernant les récoltes de cet été. Mais ça, c'était avant la hausse des engrais et celle du gasoil qu'il va falloir mettre dans les tracteurs et moissonneuses cet été. Je n'ose même pas imaginer l'impact des problèmes climatiques potentiels. Les patrons de grandes surfaces sont déjà prévenus et à peine sortis des négociations annuelles avec les producteurs et distributeurs, ils envisagent déjà de devoir se remettre autour de la table des négociations. Notre président ne dit pas différemment quand il explique, en y mettant les formes évidemment, que nous allons connaître la disette pendant que l'Afrique connaîtra la famine. Et dernière nouvelle à date, le ministre argentin de l'Agriculture, Julian Dominguez, a annoncé cette semaine l'arrêt immédiat des exportations d'huile de soja, de farine et d'autres produits connexes. La raison de l'arrêt de ces exportations n'est pour l'instant pas donnée. Or, l'Argentine, c'est 41% de la production mondiale de soja. Certes, il y a des raisons de politique intérieure. Le gouvernement argentin veut appliquer des droits de douane plus élevés sur les exportations, droits de douane qui rapporteraient 410 millions de dollars supplémentaires. Bien évidemment, cela a déclenché des manifestations dans la capitale Buenos Aires, où le taux d'inflation du pays est d'environ 50%. L'Argentine, c'est 21 ans de crise financière et de subventions du FMI. Pétrole, Poutine pourrait vouloir brader son pétrole à un prix coûtant, ou discount au moins, tout en imposant un paiement en or, pour, comme les Chinois avec l'Uan, ne pas tomber sous le coup des lois extraterritoriales US pour tout commerce pratiqué en dollars. Russie qui a décidé d'arrêter ses achats massifs d'or pour laisser place à la forte demande d'or de la part de la population russe. Le sacrifice ultime pour un pays, abandonner ses réserves d'or au profit du peuple. Or que le président Sarkozy a vendu en grande partie quand les cours étaient au plus bas. L'Iran, de son côté, pourrait-elle imaginer de bloquer le détroit d'Ormuz, comme nous le verrons plus loin côté géopolitique. Et pour arranger le tout, comme les emmerdes volent toujours en escadrille selon Jacques Chirac, autre détail, la Chine vient de confiner 17 millions de personnes à Shenzhen et probablement dans d'autres provinces. Le remplaçant est re-rentré discrètement dans le jeu. Quant à l'écologie, quand on bombarde les dépôts de carburant en Ukraine, que l'on remplace le gaz par le charbon faute de nucléaire en Allemagne, tout comme lorsque l'on brûle des pneus devant les dépôts français, je ne vous fais pas un dessin. Dernière vidéo, je vous disais et expliquais pourquoi l'Europe allait trinquer. Cette semaine, je fais un zoom sur la France qui va couler dans un environnement 1 à forte inflation, 2 de démondialisation rapide, violente et brutale,
troisièmement, de la mise en place d'un rideau de fer séparant le monde en deux, pour lequel nous avons déjà choisi notre camp depuis longtemps. Sans défaitisme et sans rien découvrir, je vais me contenter de mettre en avant nos forces et faiblesses. Aider en cela par ce qui commence à se dire publiquement dans ce beau pays, où un ancien premier flic de France, ministre de l'Intérieur, est embastillé pour détournement de fonds, et où l'actuel est prêt à acheter l'ordre public qu'il n'arrive pas à maintenir, en cédant un bout du territoire français. Fût-il une île. Bonne nouvelle pour Bretagne 2032, vous me direz. Voici ce que l'on peut lire dans le magazine Challenge de cette semaine, magazine qui n'a rien d'extrémiste, sa vision concernant les fonctions régaliennes. Comme il est toujours bon de prendre plusieurs avis, voici celui de Patrice Artus, là aussi sur une excellente chaîne alternative, économique celle-là, mais pas plus révolutionnaire que Challenge, en l'occurrence Synapse. Commençons par la confirmation de l'inflation dont nous avions, comme la guerre, oublié que cela pouvait exister, puis toujours en utilisant les données de Synapse, comparons le taux d'emploi entre la France et l'Allemagne. Allemagne qui, depuis la création de l'euro, s'est acharnée à dépouiller la balance commerciale des pays du Sud, dont la France fait figure de leader. Patrice Artus met ici en évidence la relation entre le taux d'emploi, donc en partie l'employabilité, et les compétences, ce qui ramène à la diapo de Challenge sur le fonctionnement du mammouth. Et il cite ainsi les principaux mots de la France qui hypothèquent grandement son avenir malgré tous les beaux discours du moment. La majorité de nos emplois sont peu ou pas qualifiés. Les difficultés que rencontrent les jeunes à s'intégrer dans le monde du travail, la désindustrialisation souvent générée par les mêmes qui prétendent réindustrialiser après avoir vendu et racheté 3 fois plus cher les turbines d'Alstom. Enfin, ce qu'il en reste, déficit commercial important et en hausse, incapacité à produire ce qui se vend, taux d'emploi, etc., 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 avec comme problème central les compétences des jeunes, mais également celles de la population active. Pour les adultes, nous sommes 21e dans les classements internationaux, les Japonais étant premiers. Pour les enfants, en dehors du classement PISA, le classement TIMSS, TI2MS, qui mesure sur 60 pays les capacités des enfants de CM1 et de 4e, capacité à comprendre un texte, à faire un peu de maths et une résolution de problème, nous sommes tout simplement derniers. Et je vous laisse regarder cette vidéo qui en dit plus pour avoir les autres éléments du classement. Mais Patrick Artus précise que selon ce classement TIMSS, entre 1995 et 2020, nos élèves ont perdu un niveau. C'est-à-dire qu'en 4e, ils ont les connaissances d'un enfant de 5e de 1995. Or, sans amélioration, pas de redressement possible, car le niveau des données de l'OCDE, ces niveaux de connaissances, sont en relation directe avec la taille et le niveau de modernité des industries, ainsi que le taux d'emploi. Et je ne vois pas d'où viendrait ce redressement. S'il était facile d'expliquer que les masques ne servaient à rien quand on n'en avait pas, il va être beaucoup plus difficile de faire admettre que le pain ne sert à rien, tout simplement. Mais quand on arrive à être un ministre des Finances qui, pas plus que ses précédents ou successeurs, n'arrive à tenir un budget à l'équilibre, mais qui, une fois nommé par la grâce divine et quelques petits arrangements, commissaire européen, arrive à dire la semaine suivante « Je recommande à la France de réduire son déficit », puis apporter des jugements une fois rendu à un autre poste confortable sous les ordres de la République, celui de président de la Cour des comptes. Je ne doute pas que ça pose problème à nos dirigeants d'expliquer que le pain c'est mauvais parce que ça fait gonfler. Il faut dire que l'on a tout fait pour être soumis et rappeler que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne et qu'il faut faire quelques contorsions pour quémander. Revenons rapidement à ce vers quoi nous risquons d'aller au niveau international, à savoir un nouveau partage du monde, un nouveau Yalta, qui lui aussi aura lieu après une guerre. Mais comme toujours, lorsque l'on n'écoute pas l'autre, et que malgré les promesses, on intègre depuis 1991 15 ex-pays de l'Est dans l'OTAN, que Poutine, qui n'est pas plus excusable que les Américains en Irak de commettre des massacres de population, avait dit il y a 3 ans à la conférence de Munich « Stop, ça suffit maintenant » et que personne n'a écouté. Par ailleurs, ce nouveau partage du monde est réclamé par la majorité des peuples que nous ne voyons que par notre prisme d'occidentaux judéo-chrétiens dominants et pourtant minoritaires sur Terre. Pour preuve, bien des pays africains se sont abstenus de voter les sanctions contre la Russie, et pas que le Mali qui vient de nous virer, mais aussi des pays proches de la France comme le Sénégal. L'Iran, proche des Russes, a osé tirer 12 missiles sur une base américaine où s'entraînaient également les agents du Mossad israélien, situation suffisamment importante pour que les USA délèguent l'anglais Boris Johnson pour éviter l'embrasement du Proche-Orient, et par exemple le blocage du détroit d'Ormuz, point de passage obligé des supertankers qui transportent le sang de l'économie. L'Arabie Saoudite, pourtant un fait d'eau aux USA, depuis que les accords du Quincy garantissaient la sécurité de la famille Saoud en échange d'un accès à son pétrole à des conditions avantageuses et surtout payé en dollars, vient d'accepter la proposition d'achat de la Chine payée en yuan.
c'est de la dédollarisation de ce marché, tentative qui avait coûté la vie à Saddam et à Kadhafi. Malgré les appels des Occidentaux, Narendra Modi refuse de condamner l'attaque russe contre l'Ukraine. New Delhi est en discussion avec Moscou pour l'achat de pétrole brut à bon marché. Devant plusieurs médias, la ministre des Finances a annoncé le mercredi 9 mars que la Russie a fait une offre ouverte à l'Inde pour la vente de pétrole brut à prix réduit. Donc, quand on met la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, le Venezuela et une partie de l'Afrique qui paradoxalement aspire à un monde multipolaire, nous assistons bien là à une reconstitution de deux blocs comme à l'époque de la guerre froide. Froide en façade et chaude par guerre délocalisée. Bloc dont l'Europe n'arrive pas à se sortir du giron US, avec notamment sa filiale allemande qui, une fois de plus, comme elle l'avait fait pour les avions de patrouille maritime, vient de torpiller l'idée même de défense européenne en achetant 35 F-35 américains, porteurs de bombes nucléaires US, plutôt que des Rafales ou des Eurofighters. C'est une technique de guerre économique américaine connue pour assurer son leadership. Vendre des F-35 pour assécher les budgets militaires des pays. Que restera-t-il comme budget et volonté allemande de poursuivre leur collaboration au projet du futur avion européen, le SCAF? Les structures politiques du monde sont héritées de la Seconde Guerre mondiale. Chine, Russie, Inde et quelques pétromonarchies, sans oublier l'Iran ou encore le Venezuela, veulent un monde multipolaire, quand les États-Unis, qui bénéficient de la rente de l'effondrement de l'ex-URSS, veulent eux continuer à dominer sans partage le nouvel ordre mondial par le biais du dollar, de leur porte-avions et de leur dominance sur Internet. Et quand ils ne font pas la guerre directement avec leurs boys ou leurs contracteurs, ils laissent leurs affiliés, y compris avec des canons français, comme le font les Saoudiens au Yémen. En conclusion, nous risquons d'assister à une internationalisation du conflit, avec une furie face à un sénile et un Chinois qui pense sur le temps long et préservera ses intérêts. Une fois de plus, les va-t-en-guerre de tous bords ont gagné au détriment des populations. Quand je dis que les Européens et les Français en particulier vont subir les conséquences de la guerre en Ukraine, ce n'est pas tout à fait exact. Ils vont avant tout subir les conséquences et décisions de leurs gouvernants. Les États, donc les politiciens qui déclenchent les guerres, pas les individus qui aspirent à la paix. Le conflit que nous vivons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine est dû à une succession de décisions prises au fil de l'histoire par les dirigeants de ces pays et ceux d'autres pays avec un intérêt géopolitique, économique, stratégique à intervenir dans cette région. Le débat n'est pas de savoir qui est le bon et le méchant, mais si les gouvernants ont agi dans l'intérêt des peuples du monde. La violence fait partie intégrante de la nature humaine qui, sur ce point, est un animal, et pas des plus tendres. Après la Tchétchénie, un général russe avait dit « On a essayé de faire au mieux, mais en fin de compte, on a fait comme d'habitude. On a beau dire que c'est la der des der, on n'apprend rien de rien, même pas des horreurs de Stalingrad, des tranchées de 14, des camps de la mort, du napalm au Vietnam, d'Hiroshima, et ainsi de suite. L'homme est un loup pour l'homme, mais surtout un désastre pour l'humanité et la biodiversité. » Là, sans que ce soit la Sainte Bible, tout est dit, en attendant la suite. On doit tenir compte de tout cela pour nos affaires, nos entreprises, notre patrimoine et nos conditions de vie. Les risques sont par exemple le contrôle des changes, le blocage des assurances-vie, les restrictions de gaz, carburant et autres, l'interdiction des crypto-monnaies qui sont un moyen d'échapper à cela, mais aussi son inverse, tout est imaginable. Pour ceux qui le souhaitent, en le demandant par email à contact@zenlist.fr, au délai près, je peux vous envoyer un tableur Excel où il suffit de rentrer le nombre de personnes et la composition du foyer, ainsi que le nombre estimé de jours de pénurie à venir ou prévisible, pour éditer une liste de provisions à faire. En tout cas, cela vous donne une idée, au moins avant que les rayons se vident et ou que les prix augmentent de trop. C'est bien évidemment gratuit, tout comme cette chaîne n'est pas monétisée ni même Google friendly et dont la teneur est rejetée par la sponsorisation sur Facebook. Seuls vos pouces en l'air, son partage et votre abonnement à la chaîne peuvent promouvoir cette vidéo qui devrait par ailleurs être une de mes dernières. Même si le pire n'est jamais sûr, l'heure des choix est arrivée. Prenez soin de vous, bon courage.